Bonjour et bienvenue à votre magazine 45 minutes pour convaincre qui reçoit aujourd'hui le professeur Igor Matonda Sakala, qui est professeur d'histoire de l'archéologie à l'université de Kinshasa. Bonjour professeur Igor. Bonjour Madame Hortense. Bienvenue. C'est pour la toute première fois dans notre magazine 45 minutes pour convaincre et bienvenue à vous. Ah, merci beaucoup. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de l'archéologie. Alors, c'est quoi l'archéologie et le thème, l'apport de l'archéologie dans l'histoire de l'Afrique et surtout plus l'histoire du Congo. Alors, c'est quoi déjà l'archéologie? Parce que c'est un terme qui incarne un peu, apparemment, beaucoup de définitions, mais c'est quoi la définition principale de l'archéologie? Bon, pour dire simple, l'archéologie, c'est d'abord l'étude des vestiges anciens qui sont la plupart du temps enfouis dans le sol. Donc voilà, de manière synthétique, la définition de l'archéologie. Et quand vous parlez de vestiges, qu'est-ce que vous sous-entendez par vestiges? Les vestiges, ce sont toutes les traces la plupart du temps matérielles, oui, que l'homme a laissées au courant de sa vie, d'une société, des humains, d'une collectivité, d'un territoire. Et quand vous les fouillez dans les sols, pour quel objectif? D'abord, premièrement, quand on les fouille, c'est tout simplement parce qu'il faudrait revenir dans la définition même ou le développement de l'archéologie. C'est que pour écrire l'histoire, on a toujours utilisé souvent les sources écrites. C'est ça un petit peu l'histoire. Elle se base souvent sur les documents. Alors, malheureusement, il y a des sociétés ou des communautés humaines qui n'ont pas toujours des sources écrites, qui n'ont pas laissé des documents écrits. Et donc, l'archéologie a apporté une nouvelle source pour écrire le passé. Et c'est ça qu'on appelle donc l'archéologie. Elle étudie les vestiges, tous les documents matériels que des hommes laissent dans le passé. Et donc, quand on fait des fouilles, c'est simplement pour essayer de reconstituer en fait, les faits vécus à ces époques-là. Parce qu'on n'a pas d'autres informations pour essayer de parler de ce passé-là. Est-ce que l'archéologie touche dans tous les domaines de la vie d'un homme? Bien sûr que oui. L'archéologie, c'est une science, je pourrais dire, éminemment savante. Parce que d'abord, pour être... l'archéologie est un petit peu à l'intersection de plusieurs sciences. Grâce à l'archéologie, par exemple, on peut faire... Actuellement, on parle par exemple des épidémies. Les épidémies, les pandémies qui apparaissent, qui disparaissent et tout. Mais grâce à l'archéologie, par exemple, on peut savoir si, en 1800, par exemple, est-ce qu'il y avait une épidémie qui a frappé le Congo? Est-ce qu'en 1500, par exemple, il y a une épidémie qui a frappé le nord-est du Congo? Est-ce que quand on parle, par exemple, d'Ebola, les apparitions de l'Ebola, c'est souvent dans les années 70, mais c'est dans les années 40, il n'y a pas eu aussi des traces d'épidémies d'Ebola. Donc l'archéologie touche un petit peu aux épidémies, elle touche aussi à l'agriculture, par exemple. On dit souvent, et souvent ça c'est de manière livresque, que le blanc a tout apporté. Par exemple, l'Africain ou le Noir n'a pas cultivé les cultures céréalières ou des tomates. Tout a été importé de l'Occident. Or, c'est faux. Grâce à l'archéologie, par exemple, quand on fait des fouilles archéologiques, on peut démontrer dans un espace X ou Y, il y avait déjà des cultures, par exemple, de riz, il y avait des cultures de soja, il y avait des cultures de telles céréales. Mais qui n'étaient pas assez développées comme aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Oui, le mot développement, d'abord, c'est relatif. Parce que vous pensez qu'en l'an 600, avant Jésus-Christ, en Europe, c'était plus développé qu'en l'an 600 ici au Congo. Donc la notion de développement, c'est une notion très relative. Et la manière dont les sociétés anciennes étaient développées, c'était un peu la même chose presque partout. Par exemple, quand en archéologie, on dit souvent que le Congo, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que les premières espèces humaines sont apparues en Afrique, précisément en Éthiopie, dans la vallée d'Omo. Les humains se sont développés en Afrique. Ce n'est que bien plus tard qu'ils ont quitté l'Afrique pour aller dans d'autres continents. Mais je vais prendre simplement un cas spécifique. Il y a 200 000 ans, par exemple, il y a entre 200 000 et 20 000 ans, les humains ont développé une culture de taille de pierre, ce qu'on appelle les bifaces. La manière de tailler ces pierres-là, on retrouve ça souvent en Europe. Et le mot même est arrivé en fait, de la France. Là, il y a beaucoup de sites en fait, de bifaces. Mais la manière de tailler la pierre pour en faire des outils,
c'est identique avec ce qu'on faisait ici au Congo aussi, en Afrique centrale. Donc, à un moment donné de l'histoire, le développement technique était la même presque partout. On retrouve les mêmes outils pour faire les... Donc, je réponds à votre question, en fait. Ces outils-là, quand on fait des bifaces, par exemple, on arrive à faire des houes en pierre. Donc, les houes ou les bêches, c'est fait pour cultiver. Donc, on peut dire par là, en retrouvant les mêmes sortes d'outils en Europe et ici au Congo, on peut dire que oui, on avait le même niveau de développement que l'Europe à un moment donné de l'histoire. Ouais, ça, c'est pour parler de l'histoire. Mais s'il faut parler de l'archéologie, pour devenir archéologue, quelles études il faut faire? Premièrement, d'abord, il faudrait d'abord faire... Je n'aime pas beaucoup faire le distinguo entre vous parlez de l'histoire et l'archéologie. Non, en fait. Ah, l'archéologie ne fait pas partie de l'histoire. Si, bien sûr. Alors. Donc, l'archéologie aide à reconstituer l'histoire. Un historien pur, c'est un spécialiste de l'histoire qui utilise les documents écrits pour essayer de parler de l'histoire. L'archéologue, par exemple, maintenant, il parle aussi de l'histoire. Il reconstitue l'histoire, mais sa source, en fait, pour écrire cette histoire, ce n'est plus les documents écrits seulement, mais c'est aussi les traces et les vestiges. Je vous donne un exemple, par exemple. Nous sommes ici dans ce plateau. Dans 100 ans, dans 200 ans, il n'y aura pratiquement plus les traces, probablement, de ce plateau. Mais les matériels qui ont été utilisés ici, les assiettes pour manger, pour boire, vont peut-être être enfouis dans le sol. Donc, il y a 200 ans aussi, un spécialiste, on va essayer de reconstruire l'histoire de ce studio, de cet endroit. On va essayer de voir les vestiges qui sont enfouis dans le sol. Mais il peut exister aussi des documents écrits qui parlent que, voilà, il y avait à tel endroit vers Kitambo, il y avait telle chaîne de télévision, il y avait tel studio, il y avait telle madame qui est passée dans nos livres pour essayer d'enregistrer le documentaire avec telle personne. Donc, c'est ça. Donc, l'archéologie et l'histoire, ce sont les deux facettes d'une seule et même pièce. Alors, pour faire devenir historien, à l'extérieur du pays, l'archéologie commence à partir de la gradua. Donc, il y a des filières, en première gradua en archéologie jusqu'en part. Mais ici au Congo, malheureusement, la filière de l'archéologie ne commence pas à partir de gradua. Ce n'est qu'en licence, c'est une option, on doit choisir. Et voilà, on choisit à ce niveau-là. Moi, par exemple, je suis historien de formation. Donc, j'ai fait mes 5 ans en histoire. À l'époque, il n'y avait pas encore la filière archéologie. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle même pas la filière archéologie pour l'instant, c'est muséologie. Oui. Voilà. Et donc, j'ai fait mes 5 ans d'études ici au Congo, à l'université de Kinshasa. C'est ensuite que je suis allé faire ma thèse de doctorat en Belgique pour faire l'archéologie pendant 4 ans. Vous êtes l'archéologue congolais, les rares même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici au Congo. Kinshasa, par exemple, on peut compter ça comme site d'archéologie. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont fait preuve de fouilles archéologiques, si je peux parler comme ça? Ah, merci beaucoup d'en parler, en fait. D'abord, les sites, il y en a toujours partout, parce qu'il y a toujours eu des hommes. Des hommes ont vécu, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, Kinshasa en soi, il y a plusieurs sites archéologiques connus et encore méconnus. Alors, les sites connus en archéologique, ici à Kinshasa, depuis les années 20, par exemple, c'est au Palais de la Nation. Au Palais de la Nation, dans ce qu'on appelle la pointe de Kalina, dans les années 20-30, il y a un Belge qui est allé faire des fouilles là-bas. Il a trouvé des traces d'occupations humaines qui datent de plus de 20 000 ans. Et par exemple, quand on parle on parle souvent de Pongabi. Pongabi, en fait, le vrai nom, c'est vers le stade. Le vrai nom, c'est Kabu. Et en fait, Kabu, c'était un archéologue belge, si je ne me trompe pas. Alors, entre le pont Kabu et devant le stade, il y a une petite tranchée qui est devenue pratiquement une rivière. En fait, c'est une tranchée archéologique. Donc, dans les années 20-30, il y a eu des archéologues. Il y a eu l'archéologue principal Kabu qui a creusé les tranchées pour essayer de mettre au jour des traces d'occupation humaine. Et c'était souvent des pierres taillées. Et quand il a fait ce travail-là, c'était des Congolais, des prisonniers congolais qui ont été utilisés comme main-d'œuvre pour faire ces fouilles-là. Donc, il y a beaucoup de sites archéologiques à Kinshasa, autour de Kinshasa. Moi-même, personnellement, par exemple, j'ai découvert des sites du côté de Kimwenza. Et donc, ça continue comme ça. Les recherches sont en train de continuer. Vous êtes quand même financé par le gouvernement congolais? Non, malheureusement, le gouvernement congolais ne finance pas comme ça. Il faut toujours introduire un projet.
C'est que vous avez déjà fait? Non, j'ai jamais fait cela personnellement, mais je répondais à votre question. En fait, le gouvernement congolais, quand même, en 2016, là, c'est sous le Premier ministre Matata Ponyo, parce que quand je disais l'archéologie s'intéresse pratiquement à tout. Oui. Et en 2016, il y avait un projet sur la traite négrière, l'esclavage. Et l'archéologie aussi aide à reconstituer en fait le passé, d'où on peut reconstituer le passé de l'esclavage. Et en 2016, nous sommes allés à Mwanda, nous sommes allés à l'île de Mateba pour essayer de retrouver des sites liés à la traite négrière. Il y a par exemple entre Mwanda et Boma, il y a l'île de Pantadalena, qui est reconnue entre 1800 et 1900, qui était un très grand port où beaucoup de Congolais sont partis en esclavage aux États-Unis. Mais le gouvernement congolais à cette époque-là ne s'était pas simplement intéressé à la traite négrière atlantique. Elle s'intéressait aussi à la traite négrière orientale, ce qu'on appelle la traite arabe. Et précisément, on connaît tous le fameux Tipo Tipo, Oui. qui a été un grand négrier, un trafiquant originaire d'Oman, qui vivait en Tanzanie. Après, il est venu s'installer au Congo. Et au Congo, il s'est installé précisément dans la province du Maniema, dans la ville de Kasongo, l'actuelle ville de Kasongo. Et à Kasongo, c'est autour de l'actuel évêché, il avait installé en fait son camp de base qui s'appelle Tongoni. Et là, en 2016, il y a une équipe de chercheurs qui sont allés faire des fouilles archéologiques là-bas. Ils sont allés aussi à Nyangwe, parce que, comme je vous disais, l'archéologie, on cherche des traces que les hommes ont laissées. Donc, s'il y avait des gens qui ont vécu là-bas, qui ont maltraité les gens, où il y avait par exemple des cachots, il y avait des chaînes, on peut retrouver ces genres de traces-là enfouies dans les sols à ces époques-là. Et heureusement pour nous, on a pu retrouver des traces. Et le projet, après que le gouvernement Tata est parti, on a quand même continué ce projet-là, bien sûr avec un financement extérieur, allemand précisément. Et nous avons fait des fouilles à Tongoni. Nous avons trouvé par exemple des traces de la bataille qu'il y a eu entre 1856 et 1870 entre l'armée belge qui venait pour chasser les hommes de Tipo Tipo. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé un cadavre. Ce cadavre-là était dans une position qui montrait clairement qu'il n'était pas enterré de manière régulière parce que les pieds étaient recroquevillés. Il y avait des douilles de balles à côté de sa tête. Quand vous retrouvez encore les traces des pieds, c'est que ça ne date pas de trop longtemps. On ne parlait pas de 1500, 1620 Jésus-Christ. Non, là, c'est la traite négrière, donc la traite arabe. C'est autour de 1850 jusqu'à 1886-90. 1800 déjà, vous arrivez quand même à déceler les pieds, la tête, et puis qu'on sort. Tout dépend, en fait, quand je vous parlais des vestiges, tout dépend de la qualité de conservation. En fait, on a souvent deux matériels qui se conservent le plus longtemps dans le temps possible et d'autres qui ne se conservent pas. Par exemple, les tissus. On parlait en fait des découvertes en fait, anciennes. Les tissus, par exemple, parce que nos ancêtres, ils s'habillaient aussi. Ils avaient des raffias et ils construisaient aussi des maisons. Les tissus, le bois ne se conserve pas souvent, donc ça disparaît. C'est lié au temps. Par contre, les os peuvent être conservés. C'est ainsi qu'on a trouvé, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est qu'on a trouvé en fait des tombes ou des sépultures qui sont des restes des ossements qui ont permis à dire que voilà, c'est ici l'os le plus ancien dans le monde. Et donc là, à Tongoni, on a trouvé ces os-là. On a trouvé aussi d'autres traces, par exemple de la poterie qu'ils utilisaient et beaucoup d'autres traces. Nous allons revenir sur ça. L'archéologie, c'est quand même une science. Donc, il y a différentes étapes pour arriver quand même à vos fins. Est-ce qu'on peut connaître quelques étapes? La première chose d'abord pour un archéologue, c'est qu'il faut d'abord essayer de découvrir les sites. Donc, il y a deux manières. Soit vous allez dans les textes pour essayer de voir si tel auteur historique ou tel document parle d'un tel site lié à une époque donnée, ou alors vous faites simplement de la prospection aveugle. La prospection aveugle, c'est-à-dire que vous vous mettez à marcher dans un village, dans une ruelle. Souvent, c'est que moi je fais quand j'ai du temps libre, je vais par exemple vers, ces derniers temps, je vais vers Kingakati, autour de Kingakati pour essayer de voir un petit peu dans les villages Bindi, Kingakati et autres, pour voir s'il n'y a pas des traces d'occupation. Pour pouvoir aller à Maluku, ou parfois je vais aussi du côté de Ngombi, vers Kinsuka Pêcheur, pour essayer de voir si dans le sol on peut trouver des traces. Et souvent les traces qu'on recherche, c'est la poterie. La poterie, c'est en fait des anciennes marmites en argile.
Actuellement, nous vivons l'ère de la nouvelle technologie. Il y a ordinateur et consorts. Qu'est-ce que nous pouvons retenir encore de l'histoire de l'archéologie qui nous soit utile, nous, de cette génération? Ben, l'archéologie, c'est une science. Ouais. Donc, elle répond à des objectifs spécifiques et à des questionnements qu'on se pose dans la société. Il faudrait savoir que la technologie, les nouvelles technologies sont importantes pour nous. Par exemple, moi, j'ai un GPS. Quand je vais, et vous me parlez des étapes, en fait, parce que quand tu retrouves un site, que tu le découvres, que tu étudies le matériel, parce que la première chose, c'est d'abord trouver le site. On trouve le site, tu fais la prospection, tu mets au jour les données que tu as. Il faudrait interpréter ces données-là. Ça, c'est une deuxième étape. Mais maintenant, il peut arriver que tu peux disparaître, tu peux mourir, ou tu ne peux pas être là. Une autre personne peut venir sur ce site-là. Mais la meilleure manière d'enregistrer très bien ce site, c'est par le GPS. Donc les coordonnées, latitude, longitude de ce point-là, de ce site-là, on l'enregistre avec les nouvelles technologies. Ouais. On utilise en fait les systèmes informatiques et géographiques, les SIG, pour essayer de cartographier les choses. Donc les nouvelles technologies sont très importantes pour nous et pour revenir même pour les questions, par exemple, des maladies. Quand tu veux, par exemple, étudier une souche ancienne d'un virus ou d'une bactérie, mais les nouvelles technologies sont importantes pour l'étudier. Non, je disais un parallélisme, si je peux parler comme ça, entre l'archéologie et la nouvelle technologie. Est-ce que la nouvelle technologie peut tirer sa source dans l'archéologie, par exemple? En termes de découverte, en fait, oui. Je ne présenterai pas les choses de cette manière-là. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que l'homme a toujours innové. Il a toujours découvert, il a toujours réfléchi, il a toujours créé, il a inventé, il a innové. Donc, les découvertes qu'on fait, que l'homme a toujours fait, les innovations ne vont pas cesser aujourd'hui. Souvent, on parle du site d'Ishango, le bâton d'Ishango. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Où on dit, par exemple, que les mathématiques sont nées au Congo. C'est au site d'Ishango, autour dans la province d'Ituri, si je ne m'abuse, autour du lac Albert. En fait, c'est quoi? C'est simplement que ces deux ossements, deux os longs, probablement du tibia ou de quelle sorte d'animal, je ne sais pas précisément, et on a trouvé des entailles en fait, faites sur ces ossements-là, qui montrent que à cette époque-là, il y a plus de 20 000 ans, il y avait déjà un système de calcul numérique. Et donc, ça montre en fait que ces gens qui habitaient là, ils connaissaient un petit peu compter, ils connaissaient faire des mathématiques. Et donc, déjà, à ces époques-là, il y avait des nouvelles technologies. Parce que ce n'est pas sûr que les gens qui vivaient à la lisière de la forêt en Afrique ou au nord de l'équateur connaissaient déjà faire les comptages. Donc, qui dit nouvelles technologies, invention, innovation, c'est dans 50 ans, Internet, les caméras vont changer. Il y aura de nouvelles choses. Donc l'intelligence humaine n'est pas limitée dans le temps. Voilà, l'intelligence de l'homme n'est pas limitée. Il y a une vidéo. Si la réalisation peut nous aider, on va voir cette vidéo et on va revenir juste après.
Et voilà, professeur Igor Matonda, nous venons de voir les images. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi et c'était à quelle occasion et où précisément? Les images que vous avez vues là, c'est en fait c'est dans le cadre d'un grand projet de recherche sur les premiers Bantous. Quand est-ce que les premiers Bantous ont quitté le Cameroun, où ils étaient, ils sont arrivés en Afrique centrale, et où est-ce qu'ils ont vécu? Jusqu'à présent, il y a toujours des hypothèses, et là maintenant, nous voulons vérifier cela pour essayer de voir quand est-ce qu'il y a eu les premiers villages Bantous en Afrique centrale, le long de la rivière Kassai. Et donc, nous avons exploré la rivière Kwilu, depuis Kikwit jusqu'à Bondondoville. Ensuite, nous avons longé la rivière Kassai jusqu'au village de Yolo. Ensuite, nous avons pris notre rivière qui s'appelle la rivière Kamcha. Nous avons fait à peu près 100 km le long de cette rivière. La rivière Kamcha, en fait, c'est la zone où il y a, c'est le village du grand professeur historien Isdon Daiwel. Donc, le professeur Ndaiwel, à qui nous saluons déjà en passant. Voilà, justement, en fait, chez Lengoli. Voilà, nous étions dans son patelin et nous avons fait cette rivière-là. Ensuite, nous avons fait la rivière Luangé, donc chez les Bachilélé. Nous sommes arrêtés avant le pont. Donc, nous sommes allés jusqu'au pont. Est-ce que vous pouvez revenir là? Je n'ai pas très bien compris. L'objectif de ces voyages, de cette tournée, c'était quoi? En fait, c'était parce que, comme je vous ai dit, l'archéologie, on essaie de rechercher des traces de l'occupation humaine. Et là, c'est dans le projet qui s'appelle Bantu First, donc les premiers Bantous. On voulait savoir, quand les Bantous sont arrivés en Afrique centrale, où est-ce qu'ils étaient précisément le long de la rivière Kassai. Et donc là, nous allions de village en village, de manière systématique. On faisait des prospections. On arrive dans un village, on pose des questions aux madames, au chef du village. Est-ce que vous connaissez la poterie? Où est-ce qu'on en trouve? Est-ce que c'est dans vos champs? Est-ce que c'est dans la savane? Est-ce que vous avez quand même trouvé les traces de ces premiers Bantous? Bien sûr que oui, parce que la vidéo que vous voyez là, ça c'est la campagne que nous avons fait en août et septembre de cette année. Mais l'année passée, déjà en 2020, j'étais déjà le long de la rivière. De cette année ou de l'année passée? Pardon, de l'année passée en fait, en voilà. 2020. Nous sommes déjà en 2022, oui. Et voilà. Ça c'était en 2021. Mais en 2020, j'étais déjà le long de la rivière Kassai. Et donc j'ai fait des fouilles dans plusieurs villages et on a pris des échantillons. Et par exemple, là, vous étiez où là? Ici, si je ne m'abuse, c'est là où il y a le pont, ça viendra en fait. Là, par exemple, c'est le village Yolo. Là, c'est le village Yolo même, où on suppose que c'est un village à peu près autour du 4e ou du 3e siècle. On ne sait pas encore. On a vu un grand trou là, vous avez creusé là. Vous cherchez quoi là? On cherche justement des traces au fait d'occupation humaine. Comment est-ce qu'on procède? On creuse des grands trous, des trous, souvent de 1 mètre sur 1 mètre. Et là, on essaie de voir dans le sol, qu'est-ce qui était enregistré dans le sol. C'est ça, en fait. Vous avez des appareils spécialisés pour ça, parce qu'avec les yeux et la main là, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez détecter que ça, c'était ça, et puis bon. Oui, le grand appareil qu'on a, en fait, ce sont les yeux des hommes et des femmes. Parce que la première chose qu'on fait, je vous ai dit, c'est la prospection. Dans la prospection, c'est marcher, mais c'est aussi poser des questions. Et donc, on pose des questions aux villageois, souvent les femmes qui vont au champ. Parce que si, par exemple, la poterie est enfouie dans le sol, quand les femmes vont au champ, ils sont en train de biner la terre, ils font en fait remonter à la surface les anciennes traces, des poteries ou d'autres objets. Et donc, en leur posant des questions, ils disent, oui, à tel village, à tel endroit, on trouve de la poterie qui ressemble un petit peu à la poterie dont vous cherchez. Et on arrive là-bas. Maintenant, c'est le aléatoire, c'est le hasard. On commence un petit peu à poser des tranchées de sondage pour essayer de voir quel est le trou où on pourra trouver beaucoup plus d'objets. Et là, la réalisation, si elle peut nous aider, vous avez quand même retrouvé quelques objets de poterie. Hein? Oui, bien sûr. Réalisation, si on peut revenir sur les images. Et donc là, je disais au fait qu'en 2020, j'ai déjà fait la rivière Kassai et on avait pris de la poterie. Alors pour savoir quand est-ce que date une occupation humaine, on utilise une technique qu'on appelle la technique du carbone 14. C'est-à-dire on prend des charbons de bois, des restes de charbon de bois qu'on a trouvé à ce niveau-là, où on a prélevé les vestiges, et on envoie ça au laboratoire pour essayer de dater en fait, l'objet en question. Okay. Et donc l'année passée, on sait déjà que le long de la rivière Kassai, il y a des villages qui datent entre 200 ans après Jésus-Christ jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ.
il y avait déjà des hommes et des femmes qui vivaient là. Par exemple. Oui, là, c'est une tranchée, c'est le village Yolo, où on creuse et on trouve en fait des objets. Là, les échantillons, là, nous sommes en train de laver les échantillons de poterie, parce que c'est enfoui dans le sol, c'est un peu sale, pour essayer de mieux découvrir cela. Et là, on a aussi trouvé beaucoup de lithiques qui montrent en fait qu'il y avait des populations de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs le long de la rivière Kasaï. Donc l'occupation de l'Afrique centrale est très ancienne en fait le long de la rivière Kasaï, dans les provinces de Kwilu, de Kwango et de Maïndombe. Ouais. Et donc quand on a les dates, par exemple là, on a envoyé les dates en Belgique, à Tervuren, et je crois bien que d'ici une semaine ou un mois, on aura des dates, des résultats en fait, de l'ancienneté de tous les sites, de tous les 17 sites à peu près qu'on a fouillés. Donc c'est un travail à haut risque. Hein. C'est un travail à très haut risque parce que vous êtes en brousse, on fait un mois. Cette campagne-là, on a fait pratiquement 2 mois en brousse. Donc vous lavez à la rivière. Par exemple, la rivière Luangue, il y a beaucoup de crocodiles. Certainement, vous avez rencontré beaucoup de difficultés. On a rencontré beaucoup de difficultés techniques. Par exemple, notre bateau avait souvent beaucoup de problèmes. Oui. Mais aussi, il y a aussi un autre problème lié au fait à la compréhension de l'archéologie auprès de certaines populations. Dans certains villages, quand on arrive, le fait qu'on puisse creuser dans le sol, les gens pensent qu'on cherche directement des diamants, qu'on cherche directement, par exemple, des fétiches. Or non, c'est pas ça en fait notre souci. On a eu parfois beaucoup d'échauffourées. Il faut être simplement diplomate et on peut dire politicien pour essayer de comprendre. Quand dans un village, on trouve qu'il y a des très bons sites, on devrait fouiller, mais les gens refusent, alors on ne s'énerve pas, on quitte le village et on part. Mais souvent, à force d'expliquer, les villageois ou les habitants nous comprenaient, nous facilitaient les choses. Oui, c'est ça. Vous êtes aussi membre des projets Bokundoli, Oui. qui malheureusement a pris fin déjà. Oui. Y a-t-il un rapport entre l'archéologie et le projet Bokundoli? Alors, le projet Bokundoli, en fait, c'est un projet initié par le professeur Elika Mbokolo et fait le professeur Jacob Sabakino. C'est pour essayer un petit peu de mieux enseigner, de vulgariser l'histoire. Parce qu'on remarque que souvent, les connaissances historiques comme étant dynamiques, les recherches évoluent, les manuels d'histoire utilisés à l'école primaire et secondaire sont un petit peu en désuétude. Alors on a lancé ce projet-là il y a quelques années maintenant, il y a pratiquement 3 ans. C'était pour essayer, on a élaboré des nouvelles leçons d'histoire en fait, sous forme de capsules qu'on a mis sur un site, une plateforme numérique. Et le projet Bokundoli, c'est un petit peu mieux enseigner ou vulgariser l'histoire tout simplement au niveau de l'école secondaire et primaire. Et là, nous avons fait des séances de formation avec certains enseignants de quelques écoles pilotes. Nous sommes allés dans certaines écoles, par exemple le lycée Kabambar, le lycée de Kimwenza, où nous avons discuté avec les professeurs et les élèves. On a essayé d'organiser en fait une leçon comme ça avec les matériels qu'on avait apportés avec nos leçons sur l'esclavage. Est-ce que les élèves d'aujourd'hui s'intéressent encore à l'archéologie? À l'histoire en général, pas du tout. Et déjà, donc à l'archéologie, ce serait moins en fait. Mais l'archéologie, le problème de l'archéologie, c'est que depuis les débuts, on a eu pratiquement 6 docteurs en histoire. Donc les 4 premiers sont déjà décédés. Kanima Misago, le feu prof Mouya de Lumbashi et 2 autres professeurs qui étaient en fait d'origine rwandaise, qui étaient rentrés en fait au Rwanda. Et donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'archéologie comme telle. Et actuellement, on peut dire que nous sommes à peu près très peu, 2 ou 3 qui ont une thèse de doctorat en archéologie. C'est malheureusement ça le grand drame. Alors, puisque les élèves ne s'intéressent de moins en moins, pas seulement les élèves, hein, il y a aussi des étudiants, pourquoi pas, de façon générale des adultes aussi qui s'intéressent moins à l'archéologie. Alors, quelle stratégie vous avez développée pour attirer quand même des gens vers vous, vers la science? Pas vous en tant que personne, mais vers vous en tant qu'archéologue. Mais justement, c'est d'où l'intérêt de ma présence ici, parce qu'en fait, dans l'histoire, souvent on parle de l'histoire précoloniale, l'histoire de nos ancêtres en fait. Et l'archéologie a cet avantage en fait parce qu'elle est au carrefour de plusieurs sciences. Elle est au carrefour de plusieurs sciences
Parce que grâce à l'archéologie, par exemple, on peut entrer dans le débat de l'urbanisme. Est-ce que dans les sociétés africaines anciennes, les capitales des royaumes avaient un caractère d'urbanisme, étaient des villes? L'archéologie peut répondre à cette question-là. Est-ce que, par exemple, sur les questions de l'agriculture, est-ce que nos ancêtres ont su cultiver des cultures qui leur ont permis de survivre? L'archéologie peut répondre à cette question-là. Est-ce que, dans les temps anciens, par exemple, nos ancêtres ont transformé les minéraux? L'archéologie peut répondre à cela. Oui, au Katanga, le cuivre est exploité depuis des siècles. Ce n'est pas le Belge qui est venu montrer au fait à nos ancêtres que le cuivre existait. L'industrialisation actuelle, comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Ben, justement, c'est ça en fait. En archéologie, on appelle ça, souvent on appelle l'âge du fer, parmi les périodes de l'histoire. Et les Katangais étaient des grands fondeurs. C'est pas seulement les Katangais, même par exemple ici à Kinshasa, dans l'Afrique centrale ici, dans le Congo central, il y a par exemple un gisement de cuivre Mbamba-Kilenda, entre Kasamoule et Kinshasa. Il y a par exemple au nord de l'Angola, à Bembe, donc au sud de Mbanza Congo, il y a aussi un gisement de cuivre. Il y a beaucoup de traces à la fois historiques et anciennes qui parlent que le cuivre était exploité. Donc on extrayait le cuivre, on extrayait le fer, on les fondait. Il y avait parfois des manilles de cuivre étaient envoyées même jusqu'au Portugal, au 15e, 16e siècle. Donc nos ancêtres connaissaient les notions de chimie. Malheureusement, je n'ai pas amené les séquences autour du barrage de Dinga, dans un village où j'ai oublié le nom. Par exemple, il y avait des grands fours. On a trouvé des traces il y avait la fonte du fer à cette époque-là, les très anciennes, autour du 3e siècle ou 4e siècle après Jésus-Christ. Je ne peux pas finir cette émission sans parler de la femme de l'Antiquité, de 1600, 1500 avant Jésus-Christ, puisque vous fouillez un peu partout là. Parlez-nous un peu de la femme de cet âge-là. Ah, ça serait très difficile de parler de manière... Certainement, vous avez retrouvé quand même les traces de la femme, parce que vous parlez des poteries, marmites qui est préparée et tout. Oui. La vie de cette femme-là en société, c'était comment? Déjà, au début, quand on parle de la Ève africaine, oui, c'est une femme. Bien donc les ossements les plus anciens qu'on a trouvés, en fait, sont des ossements d'une femme. Dans nos sociétés anciennes, en fait, la femme avait une place... Qu'on a trouvé ici au Congo? Non, qu'on a trouvé en Afrique de l'Est, en Éthiopie, dans la vallée d'Omo. Donc la femme avait une place très importante. Nous, malheureusement, dans nos fouilles en fait, archéologiques, le seul site où on a trouvé des femmes, c'est à Kisantu, la route qui va vers le barrage Zongo. Il y a l'ancienne capitale de la province de Sundi, dans l'ancien royaume Congo. Cette capitale a été entre Kisantu et le barrage de Zongo. Il y a un village qui s'appelle Mbanza-Sundi. Là, sur la colline Kindo, qui en a trouvé des tombes du XVIIe siècle. Et parmi les personnes qui étaient enterrées là-bas, il y avait une femme. On a pu déterminer son âge, quand est-ce qu'elle est décédée. On a pu savoir, par exemple, elle était un petit peu... elle avait du poids. Donc, c'est-à-dire qu'elle mangeait... Tout ça grâce à l'archéologie. Grâce à l'archéologie et aux sciences qu'on a. Je ne l'ai pas dit au début, c'est que l'archéologie est au carrefour de plusieurs sciences. Donc, quand nous prenons des échantillons, nous les prélevons, nous envoyons ça à d'autres experts, plus outillés que nous, par exemple, pour déterminer, par exemple, parce que la composition osseuse d'une femme est différente d'un homme, en fait. Donc, grâce à les menstruations, les formes de certains os, ils peuvent déterminer, les paléontologues, il n'y en a pas ici malheureusement au Congo, ils peuvent déterminer si, voilà, ça c'était un homme ou de sexe mâle ou féminin, à peu près quel âge. Du coup, on peut faire un rapprochement entre la médecine et l'archéologie. Oui, il y a un rapprochement très important en fait entre l'archéologie et la médecine, parce que c'est grâce à la médecine, pas seulement la médecine, la sociologie, l'économie, par exemple, les architectes, l'urbanisme, on parle des pyramides, on parle des temples et tout ceci. Donc l'archéologie ne se développe pas seule, elle n'est pas isolée. Elle a besoin de l'expertise d'autres spécialistes d'autres domaines. D'accord. Puisque nous sommes presque à la fin de notre émission, est-ce que vous avez un dernier mot pour cette émission? Le dernier mot, ça serait tout simplement de vous remercier beaucoup de nous avoir invités par ici, de parler de l'archéologie. Ce que je dirais, c'est que l'archéologie est une science très intéressante. Il faut l'aimer, elle est passionnante. Et à l'université de Kinshasa, quand on s'inscrit en histoire, on peut faire en fait de l'archéologie.
Je vais vous étonner, en fait, ma dernière assistante, maintenant qui est mariée, Suzanne Bigoé, qui est aux États-Unis, quand elle était élève, elle ne pensait qu'à l'archéologie. Elle en parlait à son père, et je revenais fraîchement de Belgique, je suis revenu, et son père, qui était chef de travaux de CT Bigoé, a parlé au chef du département. Ma fille a toujours voulu faire l'archéologie. Et donc, je l'ai pris sous mes ailes, on a fait du terrain à plusieurs reprises, et maintenant, elle est devenue archéologue. Félicitations à elle. Elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie. Certainement, elle va nous suivre. Elle est aux États-Unis parce que son mari est aussi un chercheur en pharmacie. Mais j'espère qu'elle va continuer les études là-bas. Bon, il y a certaines choses qu'elle a préféré se marier, c'est une très bonne chose. De toute façon, elle pourra continuer ses études là-bas ou revenir ici, on ne sait jamais. Mais tous ceux qui voudront faire l'archéologie, qui sont passionnés par les recherches archéologiques, qui s'interrogent, en fait, il faudrait savoir qu'au Congo, il y a des archéologues, il y a la filière de l'archéologie. Vous pouvez venir vous inscrire et c'est très intéressant. Il y a aussi des parents qui découragent carrément leurs enfants à faire l'archéologie pour dire que c'est pas trop connu ici au Congo, tu risques de chômer avec ton diplôme et tout. Bon, qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le message que vous dites à ces parents-là? Oui, c'est vrai, en fait, mais c'est simplement que c'est une manière un petit peu tronquée de voir la réalité des choses, en fait. On a des juristes ou des médecins qui chôment aussi. Moi, par exemple, je ne chôme pas. Bientôt, là, je vais à la Kisangani pour 25 jours de terrain. Donc, il y a beaucoup de projets. Je suis pratiquement le seul archéologue de toute la RDC qui fait encore des fouilles archéologiques ici. Par exemple, quand on veut construire un barrage hydroélectrique, il faut faire ce qu'on appelle les études paléo-environnementales. Mais ça ne se fait pas au Congo parce qu'il n'y a pas d'archéologues. Parce qu'il y a, dans ces sites-là, par exemple, il y a des gens qui ont vécu là. Il y a des vestiges, il y a des richesses. Quand on veut, par exemple, faire des prospections minières, on veut exploiter. Il y a eu des traces peut-être d'occupation. Il faudrait que des archéologues passent d'abord là-bas. L'archéologie préventive. Quand on veut faire une nouvelle route, on va détruire en fait des anciens villages anciens qui pouvaient enrichir la connaissance de l'histoire ancienne. Donc il y a beaucoup de choses en fait où... avant de les faire, il faut prendre contact avec un archéologue. Voilà. Et moi, je suis seul pour 2 345 000 km². Je ne pourrais jamais réaliser cela. Donc, l'archéologie, c'est encore un champ pas encore défriché. Ceux qui ont envie de faire cela, ils peuvent venir, ils vont se retrouver. En tout cas, quand on fait l'archéologie, on ne chôme pas, on n'est pas pauvre. On se suffit. Un mot pour les partenaires et puis le gouvernement congolais qui peut, pourquoi pas, subventionner l'œuvre de l'archéologie. Mais le gouvernement congolais, en fait, nous aide aussi d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas faire des fouilles archéologiques sans l'autorisation du gouvernement congolais à travers le ministère de la Culture et l'Institut des musées nationaux du Congo. Donc, chaque année, quand on veut faire des fouilles archéologiques, il faut d'abord un arrêté que la ministre de la Culture signe. Et là, par exemple, là, il a signé 2 ou 3 arrêtés, en fait, des 2 grands projets. Même le projet où je vais à Kisangani, c'est la ministre qui a signé l'autorisation. Et donc, le DG, le directeur général de l'Institut des musées nationaux, il signe les autorisations de sortie, les ordres de mission. Donc, d'une certaine manière, en fait, le gouvernement congolais nous aide, en fait, parce qu'elle facilite les choses. C'est vrai qu'au niveau local, parfois, il y a des agents qui ne comprennent pas les choses, qui essaient de vous intimider, qui essayent de compliquer, mais à force de discuter, de parler, parfois on arrive à une entente. Mais je peux dire que le gouvernement, il faut le souligner, nous aide. L'aide n'est pas toujours financière, en fait. C'est ça, en fait. Parfois, quand on pense que ce n'est que l'aide financière qui est le plus important, il y a aussi l'assistance. Là aussi, quand un chef de territoire fait asseoir un chef du village pour leur expliquer qu'autoriser tel chercheur qui vient de Kinshasa, qui arrive ici dans un territoire chilélé, moi je ne suis pas chilélé, autorisez-le à faire des fouilles dans vos lieux sacrés. C'est une aide qui dépasse même l'aide financière. Parce qu'en autorisant cela, on arrive à découvrir des choses qui nous permettront à la fin d'écrire l'histoire de cet espace-là. Et vous n'êtes pas obligé sur le terrain, face à un chef coutumier ou chef des villages, à donner quelque chose? Bien sûr que si on est obligé, c'est un peu trop dire, mais on donne toujours. On donne toujours quelque chose parce qu'il faut le remercier en fait. Le chef, c'est toujours un chef. Voilà, les chefs, c'est toujours les chefs. C'était les derniers mots du professeur Igor Matonda Sakala. Merci, nous sommes à la fin de notre magazine 45 minutes pour convaincre. C'est la fin, mais toutefois, faites-nous parvenir vos suggestions, pourquoi pas, et vos questions. Si vous en avez, il y a un numéro qui est affiché juste au bas de l'écran. Vous pouvez toujours prendre contact avec nous. Merci et au revoir.